tous, bienvenue pour ce webinaire d'accompagnement à la prise en main d'inclusion.beta.gouv.fr. Nous sommes ici aujourd'hui, donc je suis Agathe Latreille, je suis chargée de développement pour ce service. Nous avons avec nous Eric Barthélémy, entrepreneur, et Mathilde Ozor de la Fédération des entreprises d'insertion. Nous allons vous proposer aujourd'hui, donc sur ce webinaire, ce que je vous propose, c'est d'avoir le chat pour se dire bonjour et pour faire des échanges, on va dire bref, pour qu'on puisse répondre à vos questions, quelles qu'elles soient. Merci de les poser dans l'onglet questions. C'est le seul moyen que nous avons pour y répondre. Si vous posez vos questions dans l'onglet chat, nous ne pourrons pas y répondre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Pendant tout le long de cette démonstration et de cet échange, vous allez avoir des questions peut-être techniques et des questions d'usage. Nous allons essayer de répondre à un maximum de questions, mais il est possible que l'on renvoie certains d'entre vous vers notre adresse mail contact pour solutionner un éventuel problème technique. Je te passe la parole, Eric, pour parler un peu plus en détail justement de cette première partie qu'on va aborder, donc l'inscription. Eh bien, merci. Bonjour à tous. Cédric, Laurence, Fabrice, Sophie, vous êtes nombreux à nous rejoindre, c'est top. J'espère que à l'issue de cette heure, vous aurez un peu plus de facilité pour vous connecter à notre service et puis à l'utiliser. Donc, on va vous détailler pas à pas toutes les démarches qu'il va falloir faire pour créer son compte. Et je sais qu'il va y avoir des questions sur les personnes qui travaillent pour, par exemple, une, deux, trois ETTI différentes, ou inversement. Je suis une ETTI, par exemple, située à Metz, parce que j'habite à côté de Metz, voilà pourquoi je prends cet exemple. J'ai une succursale à quelques kilomètres, elle n'est pas connue de l'ASP, donc vous la connaissez pas. Comment je fais pour créer une nouvelle fiche? Donc tout ça, on va vous le montrer, mais je vais déjà vous partager mon écran pour que vous puissiez voir effectivement concrètement à quoi ça ressemble et quelles sont les fonctionnalités qui vont vous permettre de visualiser tout cela. Donc voilà, je pense que vous voyez bien mon écran. Donc là, je suis sur un tableau de bord d'un employeur. Donc Cédric va être content puisque à l'écran, c'est Germa Alsace. Donc vous voyez, je suis sur un environnement de développement. Donc il n'y a pas de souci. Tout ce que je fais dessus n'a pas d'impact sur l'entreprise. Donc là, je suis connecté en tant que eric.beta.gouv. Ça, c'est mon adresse mail qui m'a permis de me connecter à différents comptes. Donc, Agathe vous montrera tout à l'heure la procédure pour se connecter une première fois. Mais si vous travaillez effectivement dans plusieurs SIAE, vous allez avoir là, ici un menu déroulant qui va vous dire est-ce que vous voulez consulter le tableau de bord du Manis, de Germa Lorraine ou de Germa Alsace. Donc en l'occurrence, il faudra faire 3 procédures d'inscription. Donc c'est assez simple, hein, vous allez voir tout à l'heure, avec à chaque fois la nécessité d'indiquer, si vous le connaissez, le numéro SIRET, et automatiquement, avec la même adresse mail, vous allez retrouver ici toutes les structures pour lesquelles vous travaillez. Et puis, sur votre tableau de bord, vous avez également ici une fonctionnalité, créer une nouvelle structure. Donc là, on est bien dans la situation que je vous ai décrite tout à l'heure. J'ai une structure principale, j'ai des structures secondaires qui ne sont pas connues de l'ASP, donc nous, on n'a pas l'information dans la base. Eh bien, vous allez pouvoir, en cliquant sur ce bouton, créer une nouvelle structure et vous allez pouvoir indiquer un nouveau SIRET. Ici, ce sera par défaut ETTI. Là, si je suis sur le staging, donc ça fonctionne pas tout à fait comme c'est en production. Nom, prénom, adresse. Et au bout du bout, vous allez effectivement retrouver dans vos structures la nouvelle que vous aurez indiquée. Et le fait d'avoir créé une nouvelle structure, ça permettra à vos collaborateurs, en indiquant ce SIRET-là, de rejoindre également cette structure. Donc voilà. Donc soyez rassurés en fait, hein, parce que je pense que c'était des questions qui vous taraudaient pour certains. C'est des questions qui nous sont remontées lors des Open Labs. Et c'est d'ailleurs suite à ces Open Labs qu'on a développé cette fonctionnalité qui n'existait pas au début du projet. Donc la possibilité pour un utilisateur avec un même mail d'accéder à plusieurs structures et à une structure de créer une structure dépendante. Bah, écoutez, je pense que c'est suffisamment clair pour qu'on passe la parole à Agathe et puis qu'elle vous montre pas à pas comment créer votre compte. Donc, je vais lui laisser l'écran et la parole. Donc, n'oubliez pas,
les questions sont à poser dans l'onglet questions. Effectivement, je vois des messages. Il faut bien utiliser Chrome ou Firefox. Et quelquefois, il peut y avoir même sur Chrome et Firefox des petits bugs. Donc, rafraîchissez votre navigateur, vous fermez le navigateur, vous rouvrez le navigateur et puis normalement, ça règle le problème. On l'a eu tout à l'heure. Alors, du coup, merci Eric. Ce que je vous propose, alors là, un peu comme Eric vous l'a montré, on est sur un environnement de démonstration. Comme Eric vous a montré une démo pour une SIAE à Metz, et bien moi je suis à Toulouse, je prends une TTI à Toulouse. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous montrer dès le démarrage comment on fait pour créer son compte, tout simplement. Donc là, vous êtes sur la catégorie pour commencer, inscrivez-vous sur la plateforme. On va cliquer sur créer un compte. Ici, on sait qu'on est dans la catégorie employeur solidaire. On clique sur créer un compte. Alors, ici, on demande tout de suite quel type de structure. Donc, on est sur ETTI. Je vais prendre le numéro SIRET de l'ETTI correspondante. Donc, vous renseignez le numéro SIRET de la première structure que vous souhaitez créer. Alors, la première spécificité que nous avons ici, c'est que nous avons mis en place un processus de sécurisation. C'est-à-dire que lorsque vous créez une structure pour la première fois, vous êtes le premier utilisateur à dire que cette entreprise est active sur la plateforme. Nous allons vérifier que la structure vous connaît bien. Pour ça, nous sommes allés récupérer les adresses mail qui sont dans la base de données de l'ASP pour pouvoir envoyer un mail de vérification pour la création du compte pour la première fois. Donc là, il se trouve que pour la création de ce compte-là, eh bien moi, j'ai déjà renseigné cette adresse mail dans la base d'information, dans notre boîte de documentation, pour en parler. Donc, du coup, cette adresse mail est l'adresse mail de sécurisation sur l'environnement de démonstration. Donc, je vais pouvoir créer tout de suite mon compte. Si jamais vous avez un problème, donc il se trouve que par exemple l'adresse mail de sécurisation que nous avons intégrée pour votre TTI est une adresse mail erronée ou obsolète, nous invitons à nous contacter directement par mail pour qu'on puisse trouver une solution directement dans notre administration à nous sur le site pour pouvoir créer votre compte. Alors, on va continuer la démonstration ici. Donc, on clique sur inscription. Et donc, vous voyez le message ici apparaître. Nous venons de vous envoyer un mail à l'adresse. Donc ici, c'est bien l'adresse de sécurisation donc, que nous avons grâce à l'ASP. On doit consulter une boîte de réception pour pouvoir donc pouvoir valider le compte. Donc voici à quoi ressemble le mail que vous allez recevoir sur cette adresse mail de sécurisation. Donc, on vous rappelle le nom de votre structure, le mail de contact de votre structure, qui est donc celui que moi j'ai renseigné. Et si on est à l'origine de la demande, on peut valider l'inscription en cliquant tout simplement sur ce lien. Pour bien appuyer, et il y a des questions sur le sujet, en fait, la première personne l'email est bien envoyé à l'email qui est connu de l'ASP. Vous n'avez pas, vous, de démarche à faire quelque part pour dire je vous informe que mon email, c'est celui-ci. C'est déjà connu. Donc, pour toutes les structures qui ont déjà embauché et qui ont déjà introduit des demandes à l'ASP, eh bien, on a récupéré cet email-là. Et donc, c'est bien cet email-là qui reçoit le message pour dire nous créons votre compte, veuillez cliquer pour finaliser la procédure. Donc, il n'y a pas besoin effectivement de renseigner quelque part sur une partie de notre service, un adresse mail de contact. Il est automatique. Si effectivement, il y a la question plusieurs fois, si effectivement, quand vous mettez votre numéro SIRET ou que l'adresse mail que vous avez donnée à l'ASP, vous l'utilisiez plus et vous recevriez pas le mail, et bien là, il faut nous contacter. En fait, vous avez un onglet qu'elle pourra montrer tout à l'heure Agathe, contactez-nous, où vous pouvez effectivement nous envoyer un message pour dire j'ai un problème, quand j'ai saisi le SIRET
bien, on m'a dit que le SIRET n'était pas connu, ou j'ai un problème, je ne connais plus, ou j'ai plus accès à la boîte mail qui est connue de l'ASP. À toi. Ok, merci. Alors, donc du coup, on continue notre inscription. Donc en renseignant votre prénom et votre nom. Hop, ici, on renseigne à nouveau l'adresse mail. Vous choisissez votre mot de passe. Et dès que vous avez fini de renseigner ces informations, vous cliquez sur inscription. Vous avez tout de suite accès à votre tableau de bord et vous voyez donc que vous pouvez modifier les coordonnées de votre structure, configurer les fiches de poste, créer une nouvelle structure comme vous l'a montré Eric tout à l'heure. Et ensuite, vous pouvez également répondre aux candidatures reçues et obtenir tout de suite un numéro d'agrément. Un numéro de PASI d'ailleurs plutôt. Alors, à ce stade-là, est-ce que tout le monde a réussi à s'inscrire? Quelles sont les questions que vous vous posez? Je vais essayer de regarder un peu si tout le monde a réussi à accéder. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions sur comment créer plusieurs structures. Ce que je vous propose, c'est que pour chaque structure, on aille au bout de la démarche. C'est-à-dire que, comme vous l'a dit Eric, la première personne qui crée son compte sur la structure, comme vous êtes quasiment tous dans la réalisation d'une première inscription pour votre structure, vous avez un compte d'administrateur sur cette structure. Donc, vous allez pouvoir gérer aussi, comme tous les utilisateurs de la structure, les coordonnées de votre structure. Donc ici, on est sur EDAL 31. Vous allez pouvoir renseigner une enseigne. Vous allez pouvoir renseigner également des descriptions. Ce qu'on vous propose, on vous a mis un exemple de description ici, c'est de pouvoir renseigner au maximum les informations sur votre structure. Ce qu'on vous l'a dit en ces temps de crise sanitaire, plus nous aurons de descriptions sur les services que vous offrez, plus les entreprises qui peuvent venir et vos potentiels clients qui pourraient venir sur la plateforme, nous allons inviter à venir regarder vos services sur la plateforme, pourront y accéder. Donc c'est important. Et au-delà de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous décrivez et plus vous détaillez les services que vous rendez, plus les utilisateurs vont pouvoir orienter leur candidature et les candidatures des prescripteurs pourront être mieux orientées vers votre structure et vers les métiers que vous proposez. Puisqu'on a, on le sait aujourd'hui, pour certaines structures, des difficultés à traiter des candidatures, puisqu'il est possible que vous receviez des candidatures en masse pour des postes que vous n'avez pas. Et c'est dommage, parce que vous recevez des candidatures pour des personnes que vous ne pouvez pas recruter. Et plus vous mettez d'informations sur la description de vos métiers, la description de votre entreprise, plus les prescripteurs auront de facilité à vous orienter les bons profils. Donc, on vous invite vraiment à pouvoir faire ça. Alors, je vais déjà, si tu veux, rester sur cet écran, Agathe, et puis répondre à quelques questions sur sur l'inscription préalable et puis sur ces champs. Alors, sur ce champ-là en particulier, description, aujourd'hui, vous le savez, il y a 7 secteurs d'activité qui sont concernés par des besoins importants en recrutement. Et donc, il est envisageable et certainement possible que des employeurs, type Intermarché, pour pas le citer, mais c'est celui qui revient le plus souvent, soient en recherche de candidats. Et donc, on va aussi les orienter sur la plateforme pour accéder à l'ensemble des ETTI de France. Et donc, si vous voulez que Intermarché vous contacte, eh bien, il faut que dans votre description, Intermarché sache que vous êtes en capacité de lui fournir du personnel, par exemple, pour la mise en rayon, pour travailler à la caisse ou à d'autres postes. Donc, le descriptif, là, effectivement, initialement, il était bien prévu pour que les candidats et les prescripteurs et orienteurs sachent votre spécialité. Aujourd'hui, dans le cadre du Covid-19, eh bien, il est prévu que les entreprises en recherche de personnel puissent identifier les ETTI et donc connaître un petit peu vos spécificités. Et je vais répondre à des questions
l'inscription. Donc, par exemple, William et puis 11 autres personnes, est-il possible d'avoir un accès admin qui gérerait toutes les agences, même si celles-ci sont sur départements différents et donc avec des conventionnements différents? Eh bien oui, donc c'était ce que je vous ai montré tout à l'heure. En tant qu'utilisateur, pas forcément même admin, en tant qu'utilisateur, vous pouvez créer autant de comptes que vous voulez pour autant de SIE que vous voulez et vous aurez un seul tableau de bord, comme je vous l'ai montré, qui vous permettra, en cliquant sur la flèche qui va bien, de changer de structure pour voir effectivement les candidatures à traiter ou bien demander effectivement, dans le cadre de l'autoprescription, un pass IAE. Alors, il n'y a pas encore de fonction admin, parce que peut-être que la question qui se cache derrière, c'est de dire, est-ce que je pourrais avoir de manière consolidée tout ce qui se passe sur les 3 structures que je gère? Donc ça, c'est effectivement un gros travail de développement à faire. On l'a déjà eu comme remontée et malheureusement, on n'a pas encore eu le temps de le faire, mais c'est bien prévu qu'il y ait des fonctionnalités admin. Aujourd'hui, il y a une personne qui est considérée comme admin, mais elle a les mêmes fonctionnalités que tout le monde. Donc, on ne peut pas dire que réellement, elle est une priorité par rapport à d'autres sur des fonctionnalités. Mais c'est bien dans notre projet. Alors, j'ai une autre question où j'ai répondu par écrit, donc je ne pourrais pas vous l'afficher, mais je vais vous la lire parce qu'il y a 10 personnes qui la laissent. J'ai vu que les ETT classiques étaient aussi inscrites sur la plateforme Est-ce volontaire? Alors, je suis surpris parce que en fait, la base de données que nous avons, c'est celle qui nous a été transmise par l'ASP, comme je vous l'ai dit. Donc, uniquement les structures IAE qui ont introduit des demandes à l'ASP. Donc, si une ETT classique est présente à l'ASP, c'est qu'elle a aussi certainement un conventionnement ETTI. Donc, c'est possible qu'elle n'ait pas changé de nom et que vous la voyez. Sinon, je suis intéressé, si vous avez vu un trou dans la raquette, comme on dit, je veux bien savoir c'est quelle entreprise que vous estimez qui ne devrait pas se retrouver sur inclusion.beta.gouv. Mais je le répète, les structures qui se trouvent là, ce sont celles qui nous ont été transmises par l'ASP. J'ai une autre question qui correspond toujours à l'inscription, donc qui a été posée par Julia et puis 9 autres personnes. Comment faire pour que 2 comptes soient rattachés à la même adresse mail? Les 2 structures sont générées par la même personne. Eh bien, en fait, il faut vous connecter et vous créer un compte pour autant de structures que vous devez gérer. Donc, parce qu'on a besoin de connaître votre adresse mail. Donc là, vous gardez toujours la même adresse mail. Vous ne changez pas d'adresse mail en fonction de la structure pour laquelle vous travaillez. Et en mettant la même adresse mail, mais en changeant de SIRET, eh bien, vous aurez le tableau de bord qui reprendra l'ensemble des structures pour lesquelles vous vous êtes créé un compte. Et je vais repasser la parole à Agathe pour la suite. Eric, si je peux me permettre, il y a 1 ou 2 questions qui sont sur le même thème. Il y a notamment celle de Anne-Maud Nurit. Comment fait-on lorsqu'on a un seul numéro de SIRET et qu'on travaille sur l'ensemble du département avec 2 agences physiques? Il y a quelqu'un d'autre qui a posé une question un peu similaire. Voilà, donc j'ai retrouvé la question. Donc, comment fait-on lorsqu'on a un seul numéro de SIRET et qu'on travaille sur l'ensemble du département avec 2 agences physiques? Donc, effectivement, c'est un cas qu'on a rencontré. Et bien là, le plus simple, c'est quand même de nous contacter. Et puis, on va concrètement créer un faux SIRET parce qu'effectivement, il est nécessaire d'avoir un SIRET pour avoir un compte sur la plateforme. Et on s'est rendu compte, effectivement, vous n'êtes pas la seule, qu'il y a plusieurs structures qui ont, comme je l'ai dit, des succursales et qui n'ont pas un SIRET différent, en fait. Donc, bon, c'est un autre sujet. Je ne sais pas comment c'est possible et c'est pas mon secteur d'activité. Mais dans ce cas-là, il faut nous contacter pour dire, écoutez, j'ai un 2e point, un 3e point, un 4e point à une autre adresse. On a le cas, par exemple, de ETTI qui sont hébergés au sein d'une autre entreprise et qui ont simplement une permanence de quelques jours par semaine pour être au plus près des candidats.
et donc ils n'ont pas forcément de numéro SIRET. Donc là, il faut nous contacter par l'onglet Contacter, et puis on va pouvoir régler ce problème. Ok. Merci Mathilde. Si tu vois d'autres questions comme ça, n'hésite pas à nous le pousser. On va continuer la démo. J'étais sur la partie modifier les coordonnées pour vous inciter un peu à pouvoir mettre en avant les services que vous proposez, faciliter l'orientation des candidatures et obtenir des candidatures plus qualitatives par rapport au secteur d'activité que vous avez, aux restrictions que peuvent avoir les gens et également aux possibilités d'emploi que vous avez en ce moment. Donc, comme on vous l'a dit, vous avez la possibilité de mettre une enseigne, une description que vous pouvez compléter ou copier-coller depuis votre site ou autre, ou n'importe quel autre support. Et vous avez également la possibilité d'ajouter un numéro de téléphone, un email et votre adresse, votre site web pour que les personnes puissent aller dessus. Vous avez également la possibilité de modifier votre adresse et ainsi que votre département. Donc, on va vraiment vous inciter à renseigner au maximum ces informations pour pouvoir obtenir des clients potentiels et bien sûr d'avoir des candidats et d'avoir un maximum de sourcing par le biais de ce site directement. Est-ce qu'on a des questions Eric, est-ce que tu as pu voir des questions qui étaient par rapport à ce sujet-là en particulier On a une question qui était sur, il me semble. Alors, j'ai pas eu le temps de balayer, il y a beaucoup de questions, c'est bien, j'ai pas eu le temps de tout balayer, mais il y a une question qui recueille beaucoup de demandes, c'est, je vais essayer de vous l'afficher, c'est comment faire pour créer une SIAE qui n'apparaît pas sur la plateforme. Et bien là, il faut nous contacter. Là, effectivement, si vous n'êtes pas référencé sur la plateforme, et ben, il faut nous envoyer un mail pour dire j'ai essayé de me connecter avec mon SIRET, ça marche pas, et c'est nous qui allons créer votre structure. J'ai une question aussi qui était de dire combien de temps ça prend. Bah, écoutez, en général, dans la journée, on a répondu à toutes les demandes. Donc, si vous avez rencontré ce problème ce matin, il y a de fortes chances que d'ici la fin de journée, on ait répondu et résolu votre problème. Peut-être Agathe, Eric, j'ai une autre question de Philippe Desplanques. Si on a fait une erreur sur le type de structure et qu'on a enregistré, comment corriger? Eh bien, il faut nous contacter. Effectivement, voilà, c'est si vous êtes trompé sur l'erreur, eh ben, il faut nous envoyer aussi un message et puis on peut changer le type de structure. Aujourd'hui, c'est pas possible en autonomie. Aussi une question de Céline Dilla qui dit pourquoi toutes les adresses mail ne passent pas? Exemple Orange, est-ce que vous avez déjà rencontré ce type de problème? Bah non, je sais pas, Agathe, si toi tu as déjà eu des retours sur la boîte. Non, du tout. Du tout, c'est la première fois qu'on nous dit qu'une adresse mail ne passe pas. Alors peut-être que elle ne passe pas, on vous dit que ce n'est pas la bonne adresse mail, c'est-à-dire que ce n'est peut-être pas l'adresse mail de sécurisation de votre compte. Est-ce que c'est peut-être ça plus le sujet, plus que le fait qu'elle ne passe pas? C'est peut-être pas adresse de sécurisation, je le rappelle, c'est bien celle qui est connue de l'ASP. Donc, ce que je vous propose, je crois que je vois pas le nom c'est Céline, je crois, c'est ça. Eh bien, envoyez aussi un message à notre boîte, hein, donc contact@inclusion.beta.gouv.fr. Ça a été écrit plusieurs fois dans le chat ou dans des questions, en donnant toutes les informations qui vont bien, votre SIRET, le mail que vous utilisez, et puis nous, on pourra vérifier, par exemple, si c'est bien un problème d'adresse de sécurisation. Ou si effectivement il y a un problème avec Orange. J'ai vu deux autres questions pour la partie description. Une première que j'arrive pas à retrouver qui était peut-on mettre un lien vers notre site internet dans la partie description? Et une autre de Ludovic Marie, peut-on mettre un logo dans la description? Alors, on a la possibilité de mettre un lien vers un site web, tout à fait. Par contre, le logo, ce n'est pas quelque chose qu'on a prévu et qu'on a mis en place pour l'instant. Ouais. J'ai vu qu'il y avait la question qui avait été posée, en effet. Ce que je vous propose, c'est de passer à la configuration des fiches de poste.
Vous l'avez vu sur la modification de coordonnées de votre structure, on a la description, on a l'enseigne, un numéro de téléphone, une adresse mail, votre site web, et vous pouvez mettre un maximum d'informations là-dessus. Ensuite, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de configurer des fiches de poste. Comme on vous l'a dit, ce qu'on souhaite là, nous, c'est de mettre en avant des besoins en recrutement qui peuvent être récurrents ou ponctuels, comme dans le cadre de la crise actuelle. Mais l'idée, ce n'est pas de refaire ce que vous trouvez sur Pôle emploi.fr. On n'est pas ici sur une même offre de service que ce que peut vous proposer Pôle emploi, avec un accompagnement, avec des conseillers dédiés. Ici, nous, on vous offre un outil pour afficher vos besoins en recrutement pour lesquels vous souhaitez obtenir des candidatures. Vous avez la possibilité, sur chaque poste que vous allez configurer, de configurer si vous souhaitez recevoir des candidatures ou non. C'est-à-dire, est-ce que l'offre de poste, eh bien, vous souhaitez qu'elle soit affichée sur la liste de résultats ou pas. Vous pouvez choisir d'ajouter tous les types de métiers que vous souhaitez. L'objectif, c'est que même si nous basons sur le code ROM, alors on sait que le code ROM est un petit peu restrictif parfois par rapport à certains métiers, où certains métiers peuvent avoir des appellations qui ne correspondent pas, on va dire, à la façon de parler sur des gens sur le marché, et ça ne leur parle pas. Vous avez la possibilité de renseigner un intitulé personnalisé. Ensuite, un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure sur les descriptions de votre entreprise, ici, les descriptions des postes sont essentielles pour vous permettre aux prescripteurs de vous orienter des candidatures adaptées. Si vous avez des postes à session debout prolongée, marquez-le. S'il y a des horaires particuliers, mentionnez-le. Au-delà des compétences et des expériences recherchées, puisque parfois, et même assez souvent, on ne recherche pas forcément d'expérience, mais renseignez plutôt, on va dire, aussi les restrictions que les personnes peuvent avoir et également les amplitudes horaires, etc. Tout ce qui pourra aider les prescripteurs à vous orienter la bonne personne. Donc, si vous voulez, ici, on va ajouter un métier, par exemple, on va mettre fleuriste, par exemple. Hop. Donc, vous voyez, on vous propose des appellations métiers issus du ROM. Donc, ça rajoute tout de suite, vous le voyez, un carré, un rectangle ici, donc vous pouvez marquer un intitulé personnalisé, renseigner un détail. Tu sais, Agathe, je me permets de dire que le copier-coller fonctionne. Oui, donc, si effectivement vous avez une fiche de poste par ailleurs, vous pouvez faire un copier-coller. Tout à fait. Dans votre base ou sur des documents Word, des fiches de poste prédéterminées, vous pouvez les copier-coller, vous pouvez reprendre le texte de vos offres que vous avez déjà publiées sur Pôle emploi.fr. Il y a aucun problème avec ça. Vous enregistrez les modifications et les postes sont tout de suite visibles. Donc, concrètement, entre la présentation de votre entreprise et la présentation de vos fiches de poste, vous devriez avoir les éléments nécessaires pour permettre aux prescripteurs d'orienter les bonnes candidatures et de mettre en avant l'activité de votre entreprise. Sur cette partie-là, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Alors, je veux bien que tu reviennes sur les fiches de poste. J'ai pas fait attention parce que je lisais en même temps les questions. Si tu as parlé de cocher ou décocher les fiches de poste qui sont affichées ou pas. Tout à fait. Ici, voilà, c'est parfait. Pour chaque fiche de poste, vous avez la possibilité de décocher, par exemple, la fiche cariste, puisque vous avez eu assez de candidatures, mais de laisser la fiche fleuriste en cours. Tant que vous les laissez en cours, vous pourrez potentiellement recevoir des candidatures. Dès que vous les décochez, vous n'en recevez plus. Ce n'est plus affiché. En fait, on est bien, parce que il y a beaucoup de questions sur le sujet qui remontent régulièrement. Pourquoi on parle de fiches de poste et on ne parle pas d'offres d'emploi? Parce que là, on est plutôt sur un service qui permet effectivement de recevoir des candidats par le biais de prescripteurs, d'orienteurs ou même des candidats seuls. Et on est plutôt sur le marché caché, en fait. Donc, l'idée, c'est de se dire, moi, je sais que tout au long de l'année, j'ai besoin de caristes. Donc, je vais pas mettre en avant un besoin avec des compétences particulières parce que j'ai un client, par exemple, qui me dit il faut absolument avoir le CACES 5
Moi, j'ai besoin plutôt de recevoir tout au long de l'année un flot de candidatures de gens potentiellement employables dans le métier de cariste. Et donc, ces fiches de poste sont là pour ça, en fait. C'est pour mettre en avant vos besoins plutôt récurrents. On travaille aujourd'hui, dans le cadre du Covid, sur la possibilité, effectivement, également de travailler conjointement avec Pôle emploi par rapport aux offres. Donc, je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Hein. C'est pas, ce que je vous dis là, c'est pas pour dire que les offres d'emploi vont se retrouver sur inclusion.beta.gouv, mais là, on est dans une situation particulière. Donc, peut-être que, effectivement, on va pouvoir rapatrier, pourquoi pas, les offres d'emploi que vous auriez déposées sur Pôle emploi. Mais une offre d'emploi, c'est bien un besoin précis, avec des compétences précises, pour un client précis, en général. Là, on n'est pas du tout sur j'ai un besoin pour un client précis. Alors, vous pourriez l'utiliser de la sorte, hein, mais on est bien plus sur, ben voilà, mon ETTI, elle est spécialisée dans l'industrie et je le répète, j'ai besoin de caristes tout au long de l'année. Donc, je veux que les personnes qui viennent sur inclusion.beta.gouv se rendent compte que mon ETTI recrute très régulièrement des caristes, donc ils n'hésitent pas à me contacter. Donc, c'est bien ça à quoi servent les fiches de poste. Alors, on a une question de Mégane qui nous dit: bonjour, les fiches de poste créées sont accessibles aux prescripteurs ou aux candidats pouvant y répondre en direct ou les deux. Alors, concrètement, quand vous diffusez des fiches de poste, elles vont être affichées, je vais vous montrer, comme par exemple, on va mettre à Toulouse. On va avoir en fait les fiches de poste qui vont s'afficher ici, directement. Vous allez les voir ici. Alors, la recherche que je viens de faire, tout le monde peut la faire, toute personne qui est inscrite. C'est-à-dire que vous avez autant des prescripteurs qui peuvent être habilités ou non habilités que des candidats. Donc, toutes ces personnes voient cette même liste et ont la possibilité de vous envoyer une candidature. Quand la personne le fait, elle le fait pour elle-même. Quand un prescripteur le fait, il le fait pour le compte d'une personne. Donc, vous recevez des candidatures de personnes qui sont habilitées, donc qui vont pouvoir valider l'éligibilité de la personne avant de vous transmettre sa candidature. Et pour les autres personnes, donc les candidats et les prescripteurs non habilités qui vous envoient des candidatures, à ce moment-là, vous allez devoir faire un entretien de diagnostic d'éligibilité socio-professionnelle et valider vous-même l'éligibilité de cette personne sur votre tableau de bord. Ce que je vous propose, c'est, quand on va voir si on n'a pas d'autres questions, mais c'est d'aller voir comment est-ce qu'on fait une autoprescription pour qu'on puisse obtenir tout de suite un numéro d'agrément et qu'on voit le processus justement pour valider l'éligibilité d'une personne. Alors, je voulais juste apporter une toute petite précision. Ce que vous voyez là, en fait, c'est ouvert à tout le monde, même si vous n'êtes pas inscrit. Oui. Donc, voilà, c'est important. C'est-à-dire que la recherche, elle est ouverte à tous et on ne demande pas d'inscription pour consulter les structures d'insertion disponibles sur une zone géographique. On va vous demander effectivement une inscription à partir du moment où le prescripteur souhaite postuler. Et là, forcément, pour qu'on puisse vous mettre en relation, il faut qu'on connaisse l'un et l'autre. Et donc, on va demander la procédure d'inscription. Mais pour consulter, il n'y a aucunement besoin de se créer un compte. Tout à fait. Donc, ça vous permet de vous dire la façon dont on imagine aussi qu'on puisse venir rechercher vos services, puisque je sais que la question a été posée. Comment est-ce qu'on fait pour vous contacter? L'idée, c'est aussi de permettre aux prescripteurs qui peuvent avoir des questions ou à des potentiels clients qui peuvent voir les métiers que vous proposez tout de suite dans la liste des résultats, de pouvoir cliquer sur le nom de votre entreprise pour accéder à vos coordonnées. C'est-à-dire qu'ici, on retrouve l'adresse de votre structure, votre site web, le descriptif de votre entreprise, votre numéro de téléphone. On peut tout de suite vous contacter. Alors, je vais fermer la question qui a été posée. Hop. Eric et Mathilde, n'hésitez pas à m'interrompre si vous voyez des questions. Il y a par exemple la question de Anne-Marie Vial. Les candidatures sont reçues à quelle adresse mail? Alors, les candidatures sont reçues normalement. Alors, ça, c'est une question très, très bonne question. Alors, les candidatures, en fait, sont aujourd'hui envoyées à l'ensemble des personnes qui sont inscrites sur votre SIAE. Donc, concrètement,
si sur votre SIAE, il y a 10 personnes qui se sont créées un compte parce que vous êtes 10 collaborateurs et qu'une personne candidate sur une fiche de poste, ou pas d'ailleurs, vous avez vu, on n'est pas obligé de choisir une fiche de poste, les 10 vont recevoir un message comme quoi une nouvelle candidature est arrivée. Alors c'est une demande qui nous a été remontée et que on a mis un petit peu de côté du fait de l'actualité pour développer d'autres fonctionnalités à la place, mais on a bien effectivement dans notre viseur la possibilité de dire pour cette fiche de poste, envoyer la candidature uniquement à ces collaborateurs-là. Là, aujourd'hui, concrètement, c'est sûr que si vous êtes très actif et que vous recevrez beaucoup de candidatures, eh bien, les 10 collaborateurs vont recevoir à chaque fois un mail en disant une nouvelle candidature est arrivée. Voilà, ça peut être un petit peu embêtant au début dans sa boîte mail, mais très rapidement, on va effectivement déployer une nouvelle version qui permettra de dire qui doit être destinataire des candidatures en fonction de la fiche de poste. Alors pourquoi on a fait ça? C'était dans l'objectif de se dire en fait, il ne faut pas qu'on crée trop de dépendance pour que, en cas d'absence, eh bien, les candidatures ne restent pas en souffrance, parce qu'on peut imaginer qu'un collaborateur prenne des congés et puis reçoive encore des candidatures, et bien durant son absence, plutôt que de demander son mot de passe ou je ne sais quoi, eh bien l'ensemble des personnes vont pouvoir accéder aux candidatures, même en cas d'absence du collaborateur. Ok. Merci. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions qui sont liées aux critères d'éligibilité, à l'ouverture ETTI France entière, etc. Ce que je vous propose, là, il nous reste 20 minutes, c'est qu'on aille au bout juste de la démonstration sur l'obtention d'un pass IAE. Comme ça, vous aurez vu comment on fait. Et ensuite, on va arrêter la démo et on répondra aux questions techniques que vous nous enverrez sur notre adresse mail et on répondra à l'ensemble de vos questions sur les critères d'éligibilité, l'ouverture aux ETTI France entière. Alors, si, par exemple, vous êtes situé à Toulouse et que vous venez de créer votre compte, que les prescripteurs de votre territoire ne sont pas encore au courant de l'ouverture du service, vous avez des personnes qui se présentent dans votre entreprise et qui viennent toquer à votre porte pour pouvoir travailler avec vous. Vous avez fait un diagnostic d'éligibilité, vous pensez que cette personne vous êtes certifié, pardon, vous êtes certain que cette personne est éligible à l'IAE, vous allez pouvoir demander un numéro de passe IAE en candidature spontanée. Donc, ici, vous allez devoir renseigner l'adresse email de la personne. Donc, non, je n'ai pas point. Pour renseigner l'adresse mail de la personne, alors ici, on est conscient que l'adresse mail, c'est quand même un frein pour permettre aux personnes d'être positionnées sur des postes. On travaille à une évolution de cette fonctionnalité pour permettre aux personnes d'être positionnées sans avoir forcément d'adresse mail. Là, on est vraiment sur une première brique du service qui va évoluer. Donc, on va devoir renseigner les informations de la personne. Donc, on demande le nom, le prénom, une date de naissance. Donc là, on a la possibilité de choisir l'année. Donc, on va mettre février 95, par exemple. On met un numéro de téléphone si on en a un. C'est fortement recommandé puisque, comme vous le savez, les personnes n'ayant pas d'adresse mail, si on peut mettre un numéro de téléphone, simple. Ensuite, si vous l'avez, on peut mettre un identifiant Pôle emploi. Si on n'a pas d'identifiant d'emploi, vous avez la possibilité de dire que l'identifiant Pôle emploi a été oublié par la personne ou que la personne n'est peut-être pas du tout inscrite auprès de Pôle emploi, ce qu'on va choisir là pour cette démonstration. On va continuer l'inscription. Ici, on peut sélectionner le poste sur lequel la personne est positionnée. On renseigne les informations. Et ici, on va pouvoir tout de suite gérer la candidature. Ça, c'est vraiment votre tableau de bord. Vous allez voir toutes les candidatures que vous allez recevoir vont s'afficher ici. Vous allez pouvoir gérer chaque candidature et vous dire, retrouver les informations par rapport au candidat,
retrouver le message par rapport à la candidature et savoir par qui est-ce qu'elle a été envoyée directement. Donc, je peux voir que c'est bien moi qui me la suis envoyée à moi-même, que je suis une SIAE, je vois le nom et que c'est bien moi, je travaille pour EDAL 31. J'étudie cette candidature. Donc là, je vérifie que toutes les informations sont bonnes et je peux tout retrouver. Je peux ensuite valider les critères d'éligibilité de la personne. Donc ici, on rappelle les critères d'éligibilité. On va revenir sur cette information tout de suite après la démonstration. Je vais passer un peu rapidement dessus là. Ce que vous voyez et ce qu'il y a de nouveau, c'est que vous avez la possibilité de sélectionner les critères administratifs de niveau 1 et 2 pour pouvoir renseigner le fait que une personne est bénéficiaire du RSA et qu'elle est éligible parce qu'elle est bénéficiaire du RSA. Vous allez pouvoir conserver le document avec vous pour cette personne, puisque nous n'offrons pas la possibilité sur notre site de télécharger les justificatifs d'éligibilité des personnes. Donc, nous vous invitons à conserver pour contrôle a posteriori éventuel les justificatifs des critères d'éligibilité des personnes au jour où la personne est éligible. Donc, ici, vous sélectionnez vos critères. Vous avez le diagnostic socio-professionnel, on vous rappelle les éléments. Vous confirmez que le candidat remplit les critères d'éligibilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette liste, vous l'avez également sur notre espace de documentation. Vous ne l'avez pas que quand vous allez valider l'éligibilité ou non d'une personne. Vous allez sur doc.inclusion.beta.gouv.fr et vous avez la liste des critères d'éligibilité que nous avons pu télécharger sur notre site et qui est à jour. Vous cliquez ici sur valider pour valider les critères de la personne. L'éligibilité est confirmée, on le voit en haut. On rappelle toutes ces informations. On rappelle également les critères d'éligibilité que vous avez saisis. Et du coup, on peut tout de suite passer à l'embauche. Donc, on a les informations qui sont rappelées que j'avais renseignées dans la candidature. On peut renseigner la date de début de contrat et la date de fin de contrat. Et le message de réponse. On clique sur « Je l'embauche ». Et une fois que l'embauche est acceptée, vous le voyez, on voit le numéro d'agrément de la personne s'afficher tout de suite. Le numéro donc de PASS IAE que nous vous avons donné et qui équivaut au numéro d'agrément de Pôle emploi. C'est exactement la même chose. Nous allons corriger là cette mention numéro d'agrément puisque c'est bien un numéro de PASS IAE que nous vous délivrons et que vous allez pouvoir donner à l'ASP pour obtenir votre financement. Vous avez la possibilité de télécharger l'attestation. Que vous allez pouvoir conserver avec les justificatifs de la personne. Donc, voici à quoi elle ressemble. Donc là, on est vraiment sur un environnement de démonstration, mais vous avez tous les éléments que vous allez pouvoir communiquer dans le cadre d'un éventuel contrôle a posteriori. Ici. Ah, excuse-moi. Vas-y. Non, je voulais juste, parce qu'il y a pas mal de questions justement sur ce PASS IAE, sur l'extension, la prolongation ou d'autres. En fait, le PASS IAE, il est rattaché à une personne et il n'est pas rattaché à un contrat. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le PASS IAE, le numéro, donc vous voyez, qui correspond à peu près la même typologie de numéro d'un agrément Pôle emploi, eh bien, il est valable pour toute entreprise. Donc, je suis un candidat, je suis embauché par la SIAE-A. Cette SIAE-A obtient un numéro d'agrément. Donc, je vais pouvoir l'utiliser concrètement pour introduire une demande d'aide au poste à l'ASP. Je suis une TTI, la personne travaille que 3 jours, la mission est terminée. Le candidat retrouve un emploi dans la SIAE-B, qui est de nouveau une TTI. Donc la SIAE-B va utiliser la plateforme,
va indiquer qu'elle veut embaucher ce candidat, eh bien, automatiquement, on va lui redonner le même numéro. Donc, il n'y aura pas comme aujourd'hui des chiffres, je crois que c'est un chiffre, non, une lettre et deux chiffres en plus qui viennent à la fin du numéro d'agrément. Ce sera exactement le même numéro d'agrément. Et en fait, c'est l'ASP qui reçoit également ces informations-là et va délivrer le paiement. Donc, il n'y a plus, avec la plateforme, il n'y a plus à gérer d'extension. On n'a pas à dire, celui-ci était auparavant salarié de l'ETTIA, maintenant il est salarié chez moi, veuillez me fournir une extension. Le fait d'utiliser la plateforme vous permet de l'embaucher directement et d'avoir le numéro. Il y a aussi la question de la suspension ou carrément de l'annulation. J'ai rencontré un candidat, j'ai déclaré l'embauche, j'ai une date de début qui est pour lundi. Finalement, entre aujourd'hui et puis lundi, il m'appelle pour dire je viendrai pas. Eh bien, on est en train de le déployer, de le développer. Donc là, effectivement, il faut nous envoyer un mail, toujours à contact@inclusion.beta.gouv.fr, pour nous dire, finalement, j'avais déclaré l'embauche de Martine et elle ne viendra pas. Donc là, nous, on va le gérer en back-office. Mais pour tout vous dire, Céline, une des développeuses du projet, travaille justement sur la possibilité en ligne sur la candidature de Martine de nous dire finalement Martine elle n'est pas venue, veuillez annuler l'embauche. Alors il faut savoir également que nous échangeons ces informations avec Pôle emploi. Donc vous n'avez pas besoin de dire après le 8 avril, date à laquelle la plateforme sera officiellement lancée. Dans cette période, effectivement, entre aujourd'hui et le 8 avril, on vous conseille fortement de dire à votre conseiller Pôle emploi habituellement, j'ai embauché Martine Dupont par le biais de la plateforme, voici ce numéro d'agrément. Voilà, parce qu'on est dans une période transitoire du fait du Covid-19. Mais après le 7 avril, donc dès le lendemain, en fait, il n'y aura plus besoin de faire cette démarche. On communique, nous, directement avec Pôle emploi, on leur envoie les informations pour dire la SIAEA a embauché Martine Dupont. Donc, il y a bien une période transitoire entre aujourd'hui et le 7 avril, donc c'est quelques jours. Si vous embauchez un candidat par le biais de la plateforme, vous pourrez l'embaucher. Le numéro d'agrément vous permettra d'être payé, mais il y a juste une petite précaution à faire, c'est de dire, tiens, ma conseillère à Pôle emploi habituelle, je lui envoie un mail pour lui dire, j'ai utilisé la plateforme, j'ai embauché Martine Dupont, la plateforme m'a donné un pass IAE numéro 99 999 20 000 26. Voilà, et c'est juste pour l'informer. C'est parce que là, le process n'est pas encore calé. Il sera calé effectivement dès le 8 avril. Tout à fait. Et nous avons une question de Stéphanie qui nous demande comment savoir si la personne a déjà bénéficié d'un précédent agrément. Alors, concrètement, Stéphanie, et pour tout le monde, ce qu'il faut savoir, c'est que comme on vous l'a dit, on est connecté avec Pôle emploi, donc on a aussi cette information. C'est-à-dire que nous, on s'occupe de tout. Quand vous allez demander si une personne est éligible ou non, quand vous allez vouloir la recruter, on va vous dire si vous pouvez le faire parce que cette personne a déjà un agrément en cours et qu'elle est disponible, ou si cette personne a déjà bénéficié d'un agrément et qu'elle est, par exemple, en période de carence. Parce que si une personne a bénéficié d'un agrément Pôle emploi ou d'un pass, d'un pass IE, c'est pas possible, mais d'un agrément Pôle emploi dans les 2 dernières années, eh bien, il est en délai de carence. Et uniquement un prescripteur habilité peut outrepasser ce délai de carence. Donc, si vous souhaitez recruter une personne qui est dans ces 2 années suivant son dernier agrément avec Pôle emploi pour passer en parcours IAE, eh bien, vous devez vous orienter vers un prescripteur habilité pour demander à outrepasser ce blocage, et le prescripteur habilité va pouvoir valider l'éligibilité de cette personne en vous adressant sa candidature depuis son compte directement. Mais vous n'aurez pas la main pour le faire. Donc, si la candidature est validée, l'embauche est acceptée et que vous voyez le numéro d'agrément s'afficher, c'est que tout est bon. Ne vous posez pas de questions. Nous nous posons la question pour vous. Et si jamais ce n'est pas possible, ne vous inquiétez pas, vous aurez un message qui vous dit ce n'est pas possible. Alors, il est donc nécessaire, autant se faire que peu, d'indiquer le numéro du demandeur d'emploi. Parce que pour pouvoir faire correspondre Martine Dupont à la Martine Dupont qui aurait déjà eu un agrément à Pôle emploi, eh bien, en fait, on a besoin
de son numéro Pôle emploi, puisque des Martine Dupont en France, je pense qu'il y en a plus que 2. Et donc, il est possible même qu'il y ait 2 Martine Dupont qui aient un agrément. Donc, le nom, le prénom et même la date de naissance, c'est pas suffisant. Donc, on a besoin d'avoir le numéro Pôle emploi. Si, lors de l'inscription et de l'auto, le terme m'échappe, mais c'est pas grave, lorsque vous embauchez Martine, que vous ne mettez pas le numéro de demandeur d'emploi, vous recevrez un message en disant en fait, on ne peut pas vous répondre maintenant. On a besoin de pouvoir vérifier est-ce que Martine Dupont, puisque vous avez déclaré, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous avez la possibilité de dire Martine, son email, éventuellement son téléphone, est-ce qu'elle est inscrite comme demandeur d'emploi? Si vous cochez qu'elle est inscrite comme demandeur d'emploi, mais que vous n'avez pas son numéro Pôle emploi, à ce moment-là, nous, on fait un contrôle manuel avec Pôle emploi. On dit, tiens, il y a une demande de Martine Dupont, née à telle date. Il faut qu'on vérifie manuellement pour voir s'il n'y a pas 2 ou 3 Martine Dupont. Donc là, on arrive à faire des croisements, mais automatiquement, c'est pas possible. Donc, si il n'y a pas de numéro de Pôle emploi d'indiquer et que vous indiquez qu'elle a été inscrite à Pôle emploi, ça va prendre une demi-journée pour avoir la réponse. Si vous indiquez le numéro Pôle emploi de Martine, la réponse est immédiate. Et si donc il y a l'existence d'un agrément Pôle emploi, vous aurez le numéro d'agrément Pôle emploi qui va s'afficher, le classique, et on vous dira, attention, Martine, en fait, elle est en parcours depuis, par exemple, 18 mois, il ne reste plus que 6 mois de parcours possible à faire chez vous. Alors, on avait une question aussi, puisque je vous propose maintenant, on a passé la partie démo, de passer un peu plus à la partie questions. Il y a des questions auxquelles... donc, n'hésitez pas à voter sur les questions, ça nous permet de choisir un petit peu mieux les questions auxquelles on répond. On a une question de William qui nous dit, au vu de la crise sanitaire, la DGEFP devait assouplir les conditions d'éligibilité à l'IAE. Les réseaux parlent d'un seul critère administratif de niveau 2 pour obtenir le pass IAE. Qu'en est-il? C'est vrai, mais Mathilde pourra en dire plus. C'est toujours, à ma connaissance, en discussion et j'ai bon espoir qu'on soit tout près de la réponse définitive sur l'assouplissement de ces conditions, au moins dans le cadre de la crise sanitaire. Mais Mathilde pourra confirmer ou pas. Effectivement, il y a des discussions qui sont en cours avec la DGEFP et les réseaux. Il y a 2 cas un peu différents. Donc, le cas cadre du Covid-19, donc là, qui est quasiment abouti. Et dès qu'on aura un retour, on vous le partagera. Et il y a le cadre un peu plus classique, où il y a aussi des discussions en cours pour que le nombre de critères de niveau 2 pour les ETTI ne soit pas forcément le même que pour les autres structures des SIAE. Pareil, c'est en cours de discussion, donc dès qu'on aura des informations, on vous confirmera ça. Je ne sais pas, Agathe, si tu avais vu d'autres questions, mais il y a notamment une question de Fanny Pija qui demande, concernant les agréments en cours, allons-nous devoir le rattacher sur la plateforme? Alors, tu veux répondre, Eric? Oui, je vais répondre et je veux apporter par rapport à la question qui est affichée, une petite précision. Vous serez informé des évolutions et sur la plateforme, en fait, dès qu'on a l'information, nous on met à jour les données. Donc, quand vous serez sur la plateforme, vous aurez toujours les informations à jour sur les critères administratifs de niveau 1, de niveau 2. Voilà. Donc, vous aurez une information, on va dire, institutionnelle, peut-être par la DGEFP, peut-être par la fédération, mais en tout cas, sur inclusion.beta.gouv, nous, dès qu'on a l'info, on met à jour les critères. Donc, vous n'avez pas à vous poser la question, est-ce que ils sont informés? Oui, on est informé en direct et on les met à jour en direct. Et donc, l'autre question, du coup, je l'ai oubliée. Concernant les agréments en cours, allons-nous devoir le rattacher sur la plateforme? Non. Voilà, il n'y a pas nécessairement besoin de raccrocher sur la plateforme. En fait, aujourd'hui, et c'est une question pour ceux qui ont participé hier qui a été également posée, vous pouvez faire les deux en même temps. Quand je dis en même temps, ça veut dire il faut le faire qu'une fois, mais vous pouvez utiliser les 2 services. Vous pouvez très bien utiliser la plateforme pour dire tiens, dans le cadre de l'autoprescription, je veux embaucher Martine, j'utilise la plateforme. Et puis par ailleurs, vous avez une demande qui vous est arrivée et vous vous dites j'ai envie d'utiliser encore les services de Pôle emploi. Vous pouvez le faire. C'est pas parce que vous utilisez la plateforme que vous devez passer que par la plateforme. C'est pas parce que vous utilisez Pôle emploi que vous devez passer que par Pôle emploi. Vous pouvez
dans la période où on est utilisé les deux services. Et donc, concrètement, si vous avez un accord de Pôle emploi pour embaucher une personne, vous allez avoir le courrier traditionnel avec le numéro d'agrément traditionnel et vous n'avez pas besoin de revenir sur la plateforme pour dire je dois déclarer l'embauche de cette personne. Ce n'est pas nécessaire. Ok. Il y a Vas-y, une vas-y. question qui a eu beaucoup de demandes de Sophie Pallier. Je ne sais pas si tu peux l'afficher, Agathe. Mais j'ai pas l'option. Eric, si tu Ok. veux. Alors, je la cherche, Sinon, je vous la lis. Sophie. Elle est tout en haut. Elle a combien de votes? Ça me permet de classer 15. par vote. On peut commencer 15, à la lire voilà. déjà. Cela Et en signifie fait, qu'un... il faut que Ah, tu mais c'est parce qu'il retires faut que je ferme celle qui est déjà. affichée. Voilà, Mais c'est pour oui. ça. On va faire 36 trucs en même temps. Voilà. Donc, Sophie nous dit, cela signifie qu'un intérimaire peut travailler une semaine chez une structure IAE et la semaine d'après dans une structure et la troisième ailleurs. Un agrément est partagé par tous IAE. Aujourd'hui, un agrément est valable sur une seule structure. Eh bien oui, c'est ça. Vous avez tout à fait compris. Ça fait partie des évolutions que inclusion.beta.gouv apporte. C'est que le pass IAE, il est valable pour le candidat et il n'est pas valable pour un contrat. Et donc, une personne peut passer d'une SIAE à l'autre. Mais attention, ça veut quand même dire que la SIAE qui l'embaucherait la deuxième semaine doit déclarer son embauche sur la plateforme et qu'on lui indique le numéro de pass IAE, qui sera certes le même que l'entreprise qui l'a embauché la semaine précédente, mais on a besoin d'avoir l'information pour pouvoir vous donner ce numéro-là. Ce numéro-là, il est obfusqué pour tous les employeurs qui l'ont pas embauché. C'est-à-dire que concrètement, et ça répondra à une autre question, la plateforme ne permet pas de faire du sourcing. Vous n'avez pas une liste de candidats disponibles à les piocher dedans pour dire tiens, est-ce que j'ai des candidats qui sont éligibles? On n'en est pas encore à ce niveau-là. On va certainement y arriver un jour, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça vous permet effectivement de déclarer votre autoprescription. Et donc, s'il a travaillé la semaine dernière pour l'ICE 1 et que vous voulez l'embaucher pour la seconde d'après, vous faites votre démarche sur la plateforme et on vous donnera alors le numéro pass IAE qui sera le même que l'entreprise 1 et c'est bien géré comme cela. Un seul pass IAE pour une seule personne, quel que soit le nombre de contrats qu'elle fait sur sa période de 2 ans. Tout à fait. Donc, je vais fermer la question de Sophie. On a une autre question qui, du coup, est très Alors, en juste lien. pour info, il est midi, donc en ce qui me concerne, moi, je suis encore disponible pour répondre quelques minutes. Donc, je vais quand même vous annoncer que je vais lancer un sondage. Donc, vous avez un onglet sondage. En fait, on va vous poser une question simple. C'est est-ce que vous avez apprécié ce sondage? Les personnes qui doivent nous quitter peuvent nous quitter parce que normalement, on s'arrête à midi. S'il y en a qui veulent rester, moi, je suis encore disponible pour répondre à quelques questions. Je dirais au minimum un quart d'heure, 20 minutes. Ce que je vous propose à ceux qui doivent partir, de toute façon, vous avez un replay qui va être disponible sur notre espace de documentation. Donc, c'est doc.inclusion.beta.gouv.fr. Vous avez la possibilité, si vous avez rencontré un problème technique, de nous écrire sur contact@inclusion.beta.gouv.fr. Vous avez également le forum sur lequel vous pouvez nous poser des questions auxquelles on n'aurait pas répondu, où nous allons essayer de reporter également des questions, puisque malheureusement, on ne va peut-être pas pouvoir répondre à tout le monde. Donc, vous le savez, forum.inclusion.beta.gouv.fr. Voilà. Donc, je vous propose de passer à la question de Valérie, qui nous dit mission chez ETTI A, puis B, puis C. Quid du suivi? Par quel conseiller de quel ETTI le salarié est suivi? J'ai pas la réponse en ce qui me concerne. Moi non plus. Ce que tu disais, Eric, c'est que oui, il y aura une possibilité de passer d'une SIAE à l'autre. Après, c'est bien la SIAE qui a le... J'ai pas le mot. Oui, Enfin, la première qui a embauché, en voilà, fait. qui a le numéro... Excusez-moi, je perds mes mots. Oui, le pass IAE. Voilà, qui a le pass IAE. Et donc, si ça passe dans une autre structure, c'est l'autre structure qui a le pass IAE. Après, ça a été fait pour simplifier le parcours. Le but n'est pas de changer toutes les semaines d'une ETTI à l'autre. Donc, on sera bien pour simplifier un passage de l'une à l'autre. Et quand le pass IAE passe à l'autre structure, c'est l'autre structure qui est responsable. Tout à fait. Tout à fait. On est bien. Alors, rappelez-vous, hein, on est en
en co-construction de ce produit, de ce projet, et on défriche de nouveaux terrains tous les jours. Et effectivement, si à l'usage, on se rend compte que ça facilite le recrutement et le passage d'une entreprise A à B, à C, à D, à E, et voir toutes les lettres de l'alphabet, à un moment, il faudra que bien qu'on se dise qui est responsable de l'accompagnement, parce que j'imagine bien, et je pense que c'est le sens de la question, moi je suis candidat, est-ce que je devais devoir expliquer ma situation à chaque nouvelle TTI qui m'embauche? Ça peut être un peu difficile. On n'a pas forcément la réponse aujourd'hui, on va la construire ensemble et puis on verra à l'usage de la plateforme, effectivement, est-ce qu'il est nécessaire de déterminer qu'une TTI est plus responsable de l'accompagnement qu'une autre ou pas, mais ça, on va le voir au fil du temps. Tout à fait. Merci pour vos réponses. On va passer à une question de Philippe Desplanques qui nous dit: serions-nous au courant lorsqu'un salarié passe chez une autre SIAE, sortie vers autre SIAE devant être indiqué dans l'ASP? Alors, je pense que sur le service, de toute façon, si une SIAE, dans le principe, passe de la vôtre à une autre, je pense que normalement, vous devriez être au courant, ne serait-ce que par le suivi que vous avez et l'accompagnement que vous avez pour les personnes que vous avez dans la structure. Au-delà de ça, on a quand même conscience de la notion de suivi de parcours sur le service. C'est quelque chose qu'on est en train d'essayer de construire, comme le disait Eric, avec l'ensemble de nos utilisateurs aussi, pour pouvoir vous permettre et permettre aux personnes qui vont récupérer justement un candidat ou une personne qui est en cours d'agrément et qui a déjà été dans 2 TTI pour pouvoir obtenir des informations sur son parcours pendant ces 2 ans. Voilà les réponses que je peux vous apporter moi. Je ne sais pas si Eric ou Mathilde, vous avez quelque chose à ajouter. Non. Bon, très bien. Non. On va passer à la question suivante. Alors là, on a répondu. Alors j'en prends une au vol, Agathe, qui est sur le Vas-y. chat en fait, et qui est intéressante. C'est Thierry qui la pose, donc je peux pas l'afficher puisqu'elle est dans le chat. Nous sommes un AI qui intervient depuis plus de 30 ans sur un territoire rural. Notre clientèle est composée à 10% d'entreprises. Pouvons-nous, au même titre que les ETTI, s'inscrire sur la plateforme? Alors, oui et non. Oui, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme si vous êtes dans un département test, c'est-à-dire le 62, le 67, le 93. On l'a dit hier, les territoires de test vont être élargis au Grand Est, aux Hauts-de-France et puis à l'Île-de-France début avril. Donc ça veut dire que sur ces 3 régions, l'ensemble des structures d'insertion, des GEC et des EA vont pouvoir utiliser la plateforme pour recruter. Par contre, sur les autres régions, seuls les ETTI aujourd'hui ont accès à la plateforme. Mais notre objectif, c'est qu'à la fin de l'année, l'ensemble du territoire français, outre-mer compris, puisse utiliser la plateforme. Donc Thierry, tu es dans le 47. Je suis désolé, tu ne pourras pas utiliser la plateforme. Voilà. Pour le moment. Pour le moment. Exactement, tout à fait. Tout de suite. Alors, après, moi, je vous invite fortement en fait à faire un peu de lobbying et puis de faire remonter pour dire, moi, après les 3 premières régions, j'aimerais bien que ce soit la mienne. Voilà. Et puis on pourra se dire, s'il y a une forte poussée dans une région plus que dans une autre, on va plus privilégier celle-ci à l'autre. Oui. J'ai juste une question de Ludovic Marie sur peut-on faire une extraction des candidatures sous forme de fichier Excel? J'étais sur la même question. Top. Non, c'est pas possible. On n'a pas la possibilité de faire une extraction des candidatures. L'objectif, c'est que vous ayez sur ce tableau de bord un maximum d'outils pour vous permettre de travailler directement sur l'outil et observer les candidatures directement sur l'outil. Alors, je vois la question qui se cache derrière. Vermeer, qui est donc un autre développeur de la plateforme, travaille d'arrache-pied avec l'ASP pour mettre en place une API. Donc, c'est un petit peu technique, mais concrètement, ça veut dire que les données que vous aurez saisies sur la plateforme, elles vont alimenter automatiquement l'ASP, vous n'aurez pas à les ressaisir. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous demander de ressaisir le nom, le prénom, la date de naissance, les informations qui sont dans la plateforme vont être transmises très prochainement directement à l'ASP. Et quand vous ferez votre déclaration, alors je l'ai jamais fait, donc je pense que c'est en fin de mois ou en début de mois, pour dire voici les personnes qui ont été salariées le mois dernier, eh bien, vous allez pouvoir pré-remplir, en tout cas, ça sera pré-rempli, les informations qui sont envoyées par nos services. Tout à fait.
Et Stéphanie, je réponds en direct, bah oui, malheureusement, les ACI n'ont pas accès à la plateforme en dehors des territoires tests, hein. L'ouverture France entière concerne bien les ETTI dès aujourd'hui. Pour toutes les autres, ACI, EI, AI, GEC, EA, EATT, les futurs EITI, eh bien, pour l'instant, l'accès est réservé aux départements que j'ai cité, 62, 67, 93, et dès le mois suivant pour les régions Hauts-de-France, Île-de-France et Grand Est, mais malheureusement, ça ne sera pas encore ouvert sur les autres régions. Ok, on a une question de Nadège qui nous dit comment les entreprises ont accès à la plateforme pour rechercher les ETTI disponibles. Quelles informations, quelle communication est mise en place pour qu'elles aient connaissance de cette plateforme? Bah, Mathilde répondra également après moi, mais en fait, vous l'avez vu, il n'y a pas besoin de se connecter pour consulter les propositions des ETTI. Et donc, il va y avoir effectivement, dans le cadre du Covid, une communication faite auprès, j'imagine, notamment des 7 champs concernés par les mesures pour dire n'oubliez pas les ETTI ou alors vous avez cette possibilité-là, allez sur inclusion.beta.gouv et vous verrez des entreprises capables de vous aider à trouver du personnel. Mais je te laisse répondre, Mathilde. Il y a deux choses à distinguer. Donc, il y a le contexte immédiat Covid-19. Et donc là, comment le rapprochement entre les deux plateformes doivent se faire est encore un sujet de discussion. Après, il y a le temps courant, c'est-à-dire comment les entreprises peuvent avoir connaissance des ETTI de leur territoire, mais aussi de toutes les SIAE, qui est un peu un second temps de la plateforme. C'est-à-dire, cette plateforme, elle va servir certes à la partie agrément, mais elle va aussi être un moyen de faire connaître les SIAE qui sont présentes dans le territoire. Et donc ça, il y aura des dispositifs de communication qui seront mis en place par les réseaux, mais aussi par la plateforme pour faire connaître ces SIAE. Je fais un petit coucou à Manon, donc qui nous écoute, qui doit vous répondre quelquefois dans le chat. Elle peut peut-être mettre un petit mot pour qu'on voit arriver son nom. Et Manon, elle travaille sur ce champ. Vous l'avez peut-être entendu hier, il y a plusieurs briques dans la plateforme de l'inclusion. Et une des briques, c'est effectivement valoriser l'offre de services des SIAE. Et donc, on a un petit peu devancé l'appel, c'est ce qu'on vous a montré avec la possibilité d'indiquer ce que vous pouviez faire. Mais on a bien un sujet de fond qui est de dire comment proposer l'offre de services des SIAE à des clients. Voilà. Tout à fait. Et justement, si vous avez des idées, si vous avez envie d'avancer sur le sujet et que vous avez envie de pousser vos idées, vos suggestions, n'hésitez pas à contacter Manon qui va vous mettre son adresse mail tout de suite dans le chat. Donc vraiment, elle est à votre disposition pour échanger. Elle a besoin de vous pour pouvoir avancer sur ce sujet et pour pouvoir promouvoir votre offre de service qui est si diversifiée. Je vais clôturer cette question et on a une question de Stéphanie Aubin qui nous dit qui fera le suivi quand une personne travaille pour plusieurs structures. Je pense que on a un sujet qui émerge là, avec la vitesse à laquelle sont faites les choses aussi, sur l'ouverture aux ETTI, on va avoir tout le territoire, la possibilité aussi que désormais l'agrément est rattaché à une personne et qu'elle puisse travailler pour plusieurs structures. Et ce questionnement sur la réalisation du suivi, j'ai vu plusieurs questions à ce sujet-là dans le chat et dans les questions. Ce que je pense pas que nous, autour de l'écran aujourd'hui, on puisse vous y répondre particulièrement. Par contre, je pense qu'on a besoin de vos retours. On a besoin de récolter justement vos interrogations sur le sujet pour pouvoir éventuellement les faire remonter et se dire bon mais voilà quel process, qu'est-ce qu'on met en place, voilà comment ça se passe nous sur la plateforme. Mais là en fait pour moi on est au-delà du champ d'action de la plateforme et ce que je vous suggère c'est de venir en échanger sur le forum de l'inclusion pour pouvoir justement nous faire part de vos préoccupations et des idées que vous pourriez mettre en place et qu'on pourrait pousser à ce sujet-là. Alors, celle-ci, c'est bon. Hop. Est-ce que, si vous voyez d'autres questions, dites-le moi, parce que je vois qu'il y a pas mal de sujets auxquels on a déjà répondu quand même. De Valérie François, en cas
arrêt maladie de longue durée ou d'incarcération, y a-t-il toujours neutralisation de l'agrément et comment? Et comment? Par Pôle emploi. Aujourd'hui, effectivement, on n'a pas sur la plateforme la possibilité de demander une suspension de l'agrément. Et donc, même si c'est un pass IAE qui a été délivré, c'est toujours Pôle emploi qui a la main pour dire j'autorise la suspension du parcours. Et c'est aussi dans notre objectif, tout comme signaler par exemple un parcours qui n'a pas débuté, de pouvoir signaler par le biais de la plateforme à Pôle emploi le fait qu'on demande la suspension d'un parcours. Mais aujourd'hui, il faudra toujours décrocher votre téléphone, un email à votre correspondant habituel de Pôle emploi pour dire tiens, cette personne-là que j'ai embauchée par le biais de la plateforme, il faut m'autoriser à suspendre le contrat. On a une question, je pense qu'on peut prendre encore 2 questions et après on va clôturer. On a une question de Siam qui nous dit: a-t-on la possibilité de télécharger l'attestation à tout moment ou doit-on absolument la télécharger à l'étape indiquée? Alors, pour moi, vous pouvez tout à fait recliquer en fait et réaccéder à la fiche de la personne. Tant que le contrat est en cours, de toute façon, vous voyez le numéro d'agrément s'afficher et vous pouvez télécharger l'attestation correspondante. Ensuite, c'est dur de maintenant. On avait les dates d'agrément prennent en compte. On va prendre 2 autres questions. Pardon, j'arrive pas à choisir. On a une question de Marie qui nous dit: les dates d'agrément prennent-elles en compte la situation exceptionnelle de prolongation de 3 mois liée au Covid-19? Alors oui, effectivement. Peut-être que vous ne le verrez pas tout de suite parce que il suffit pas d'appuyer sur un bouton pour changer la date de fin de l'agrément pour ceux qui sont en cours ou du pass IAE, mais effectivement l'ensemble des contrats, en tout cas des parcours, sont prolongés de 3 mois et vous le verrez petit à petit arriver sur la plateforme. Ok, je voudrais répondre à une question de Thierry Gex qui a été reprise 6 fois et qui est effectivement intéressante et je l'ai un tout petit peu abordé tout à l'heure. Vous avez bien compris que l'ouverture à toutes les ETTI France entières était soumise à un passage en CA le 7 avril. Ça n'a pas changé. Il y a toujours un CA le 7 avril qui doit valider cela. Sauf que le haut commissaire à l'inclusion dans l'emploi et l'engagement et aux entreprises engagées, il faut s'y faire. C'est un petit peu compliqué comme nom. On va y arriver à force. Le HCIEE, donc Thibaut Guilhuy pour pas le citer. Au vu de la situation et des besoins des entreprises en personnel, a demandé à anticiper cette ouverture. D'où mon message tout à l'heure de dire jusqu'à la décision du CA d'ouvrir aux ETTI France entière, on ouvre le service, mais on vous demande, conjointement à la démarche que vous faites sur la plateforme, d'envoyer un mail à votre conseillère habituelle pour dire j'ai utilisé la plateforme pour embaucher Martine et voici la réponse que j'ai eue de la plateforme. Donc voilà, c'est ce qui est nécessaire de faire avant le 8 avril. Et après le passage au CA, donc le 8, il n'y aura plus besoin de faire cette démarche. Mais effectivement, c'est bien le Haut Commissariat qui a pris la décision d'anticiper l'ouverture au 7 avril, vu le contexte actuel. D'anticiper au 31 mars. À aujourd'hui. Oui. Exactement. Tout à fait. Écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas à répondre au sondage qu'on vous a partagé à côté de l'onglet questions. C'est important pour nous pour qu'on puisse éventuellement améliorer le format du webinaire qu'on vous a proposé. Pour tout vous dire, c'est un peu précipité pour vous, mais pour nous aussi. Mais on tient quand même à améliorer le format de nos webinaires avec le temps. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours aussi à ce sujet. En tout cas, merci pour votre attention. Mathilde, si tu veux dire un dernier mot. Pas grand-chose à rajouter. Rappeler qu'il y a beaucoup de ressources sur le site de la plateforme et notamment des vidéos tutoriels qui sont très bien faites, très pédagogiques et très courtes et qui pourront aussi répondre aux problèmes de visibilité des démos que tu as pu faire, Agathe. Donc, ne pas hésiter à aller sur le site, sur le forum
et à l'adresse contact pour tous les problèmes que vous pourriez rencontrer qui n'auraient pas été solutionnés. Exactement. Et puis, je dirais, vous n'êtes pas à l'abri qu'on vous propose un nouveau webinaire. Donc, si effectivement il y a beaucoup de questions qui reviennent, et puis forcément il va y en avoir, eh bien, on n'hésitera pas ensemble à vous proposer une heure d'échange pour répondre aux questions qui méritent réponse. Voilà, et Valérie qui nous dit reste des questions quant au suivi, à bientôt dans le forum. Et bien voilà, à bientôt sur le forum. Et pareil pour les webinaires, si vous avez besoin d'autres moments d'échange avec nous, eh bien, n'hésitez pas à nous en faire part sur le forum et on essaiera de répondre, on répondra souvent en présent à l'appel de. Merci à vous, et puis puisque c'est l'heure, je vous souhaite un très bon appétit. Bon appétit, Merci, au au revoir. revoir, à bientôt.